et on reste sur la compréhension de l'attitude des prophètes face aux émotions, en sachant qu'on est toujours dans la partie introductive où on essaie de comprendre le fonctionnement de l'être humain. Euh, je vais essayer de faire un petit résumé de la séquence précédente, mais en spécifiant davantage ce qu'on a vu en essayant de l'utiliser dans une approche donc entrepreneuriale ou de gestion de projet ou de gestion d'association, peu importe, puisque comprendre le fonctionnement de l'être humain est une chose, pouvoir l'utiliser dans un contexte en est une autre. Si vous vous souvenez, on a vu que finalement dans l'être humain, on pourrait résumer les trois éléments fondamentaux, indépendamment de la dimension corporelle. Donc il y a le corps qui va être sujet aux perceptions, donc on ressent, on sent, on touche, on voit avec le corps, et il y a le cœur qui peut ressentir. Sauf que ce sont des éléments qui vont nous permettre de recueillir de l'information, et cette information va être traitée soit par la raison, donc qui est le cadre intellectuel qui vient délimiter tout ce qu'on analyse comme information, tout ce qu'on recueille comme information. Vous avez Al-Ruh, qui est le souffle universel, ou lumière universelle, traduisez comme vous voulez, ou ne traduisez pas, d'ailleurs c'est ce qui est préférable, mais voilà, c'est cette dimension qui est inaltérable. Et entre les deux, dans le cœur, vous avez un-nafs, donc un-nafs qui est cette dimension de l'âme avec sa part de relativité socio-anthropologique. Alors pourquoi socio-anthropologique? Parce que le contexte, la civilisation dans laquelle vous vivez, les cultures et les traditions vont avoir un impact sur votre âme forcément, votre éducation et autres. Et c'est important parce que dans le cadre de gestion d'un projet, vous embauchez une personne, vous gérez des effectifs, vous créez des relations avec des partenaires, vous voulez vous approvisionner dans certains pays ou autres. Vous devez avoir à l'esprit qu'il va forcément y avoir des éléments importants qui vont rentrer en ligne de compte dans les réactions et dans les attitudes de vos interlocuteurs. La première des choses, c'est que quand vous envoyez une information, faites très attention à comment cette information va être perçue par la personne en face de vous. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous allez dans certains pays musulmans, le fait de s'asseoir et de croiser les pieds, de croiser les jambes, bon, en Occident, ça pose pas de souci, mais dans beaucoup de pays du Moyen-Orient, c'est considéré comme étant un manque de respect à l'égard de la personne qu'on a en face de soi. Ce sont des éléments qui vont, dès le départ, donner une certaine perception de vous à l'interlocuteur que vous avez en face de vous, et il suffit que cette personne-là ait dans son quotidien aussi des difficultés, que ce soit quelqu'un qui soit hyper émotif, etc. Et vous allez peut-être avoir une relation qui va être braquée dès le départ avec cette personne et qui peut fausser tout le reste du processus de discussion et d'échange. Donc un élément purement social et anthropologique au départ, ou culturel plutôt, même pour être plus précis, ou de tradition, peut avoir un grand impact sur tout le reste. Autre exemple, vous êtes dans un projet où vous parlez de valeurs, etc. et autres, et vous avez affaire à une personne qui vous dit oui, moi les valeurs, etc., etc., etc. Mais c'est important à un moment donné de resituer comment dans son histoire personnelle ces valeurs sont devenues importantes. Aujourd'hui, beaucoup de gens se disent attachés à des valeurs, mais ça devient presque un outil marketing pour se vendre soi-même quand on cherche du travail ou autre, en disant qu'on est attaché à un certain nombre de valeurs. C'est important de comprendre le processus. Par quoi est-ce qu'il est passé, quels sont les événements dans sa vie, dans son histoire, les perceptions qu'il a ressenties pour en arriver à ces valeurs-là, et véritablement voir si ces valeurs sont portées. L'idée, ça n'est pas de porter un jugement, est-ce qu'il ment ou est-ce qu'il ne ment pas, même s'il peut y avoir une part de cet élément-là, ce qui va être important, c'est déjà de savoir est-ce que véritablement il comprend ce que signifient ces valeurs, quelle est la part de cœur qu'il y met en réalité. Est-ce que c'est simplement une construction purement intellectuelle, voyant une opportunité de marché ou une opportunité d'emploi ou autre, de vous partager un certain nombre de valeurs, ou est-ce qu'il y a véritablement quelque chose? Cet élément-là peut avoir de l'importance dans le choix de candidats ou de partenaires ou de fournisseurs ou autres, parce que vous vous engagez, vous, dans une démarche en vous disant on porte des valeurs communes, donc on peut s'engager sur ce type de relation-là. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas forcément avancer avec cette personne, mais si vous vous rendez compte très rapidement que vous avez affaire à une personne qui en réalité est plus dans une démarche soit opportuniste, ou soit non, en réalité quand il dit valeur de liberté, il n'entend pas forcément la liberté de conscience, mais il entend plus la liberté d'expression du corps, etc. et autres, on est dans des approches qui sont différentes, vous n'êtes pas en train de parler de la même chose. Donc en fonction de son parcours, vous allez mieux préciser aussi ce qu'il entend par liberté. Et donc là, peut-être que vous avez besoin des compétences de cette personne, vous avez besoin de l'approvisionnement de cette personne, ou peu importe, mais vous allez gérer la relation différemment. Donc il faut pouvoir prendre le temps de resituer à qui on a affaire et comment on a affaire à cette personne,